Bonsoir et merci de votre fidélité à la chaîne nationale. Près de 2 mois que cela dure. De 48 heures de grève d'avertissement, le collectif des syndicats du secteur de la santé est passé à 72 heures de grève avec en toile de fond des revendications qu'on pourrait classer en 3 catégories. Les revendications relatives au rapport de la commission technique des réformes, des revendications relatives au suivi de la carrière des agents de la santé et enfin celles relatives à des primes. Et depuis le durcissement du mouvement de grève, les hôpitaux et centres de santé du secteur public sont paralysés. Nous allons aujourd'hui décrypter ces revendications et faire le point des négociations avec le gouvernement sur ce dossier. 2 invités pour ce débat. Docteur Didier Agossadou, secrétaire général du ministère de la Santé. Bonsoir, Monsieur Agossadou. Bonsoir, Monsieur Mara. Et Théophile Dossou du syndicat Unité CNHU. Bonsoir, Monsieur Dossou. Bonsoir, Monsieur le journaliste. Pour démarrer ce débat, on va suivre avec les téléspectateurs une déclaration, c'est plutôt un appel du président de l'Ordre des médecins, Dr Séraphin Guédégbé. Il demande à tous les acteurs du secteur de la santé d'écouter leur cœur et de reprendre du service. On va suivre et on revient sur le plateau. L'étape où nous sommes arrivés dans la lutte mérite de faire appel à nos sens de responsabilité, car nous avons plus de devoirs que de droits. Nous sommes tenus par un contrat vis-à-vis de nos patients, et ce contrat commence par être entaché. Il suffit d'être attentif aux médias et à la rue pour s'en convaincre. Nous avons assez montré nos muscles et il est grand temps d'écouter notre conscience de médecin plutôt que de nous laisser conduire seulement par la voie de la raison. Je connais les difficultés liées à la mobilisation de notre troupe. C'est pourquoi je n'ose pas vous exhorter à lâcher prise. Mais n'oublions pas le thème militaire qui dit « repli tactique ». Aux objecteurs de conscience, où êtes-vous, chefs traditionnels, prélats, sociologues, objecteurs de conscience de tous bords et de toutes catégories socio-professionnelles? Je juge insuffisant voire nul vos implications dans ce bras de fer qui est instauré entre le gouvernement et les agents de santé. Je connais votre capacité de médiation, chers concitoyens, et je vous invite à faire quelque chose pour sauver nos hôpitaux. Monsieur Dossou, il faut faire quelque chose pour sauver les hôpitaux. Est-ce que l'appel du docteur Séraphin Guédégbé, est-ce qu'il est possible que vous l'entendiez? Merci, monsieur le journaliste. Je ne saurais vous répondre sans dire un grand merci à tous les téléspectateurs, citoyens qui nous écoutent et surtout nos militants qui sont à l'écoute. Ils attendaient minute par minute que l'émission démarre. Quand j'ai écouté Dr Séraphin Guédégbé, parce que c'est de lui qu'il s'agit, j'ai eu la chair de poule parce qu'il a fait une bonne partie de sa carrière au CNHU, Hubert Koutoukou-Maga. Et je sais sa promptitude et sa réaction devant l'injustice à des moments donnés. Et certainement, il joue aujourd'hui un autre rôle parce qu'il est le président de l'Ordre des médecins. Et certainement, on ne peut pas le condamner par rapport au rôle qu'il a tenté de jouer par cette déclaration. Mais la réalité est tout autre. Nous avons toujours notre conscience. Nous avons toujours cet amour pour les patients. Mais là où nous sommes, c'est le gouvernement qui nous a amenés là. Et je crois qu'au cours de l'émission, les citoyens qui nous écoutent de Cotonou à Tchoumi-Tchoumi, parce que nous sommes sur l'OETB, pourront comprendre que ce n'est pas de la méchanceté il s'agit, mais c'est que nous faisons la grève pour le bien-être même des patients. Même s'il y a des gens qui meurent. Mais les gens meurent même quand nous ne faisons pas la grève. Demain, par exemple, lundi, on ne fait pas la grève. La grève commence le mardi, le mercredi et le jeudi. C'est 72 heures. La première fois, c'était 48 heures. Donc lundi et vendredi, nous ne faisons pas grève. Mais l'OETB peut se déplacer dans la journée de demain, ce n'est pas un souhait, il y a probablement un décès au CNHU, parce que ça, c'est Dieu qui réglemente tout ça là. Ce n'est pas la grève qui tue. Docteur Agossadou, vous avez envie de réagir à l'appel lancé par M. Guédégbé? Merci, M. Mara. Je voudrais d'entrée présenter mes compassions et exprimer mes regrets face aux dommages que l'arrêt de travail dans le secteur de la santé crée aux populations.
J'ai compris à travers l'appel du Dr Guédégbé, président de l'Ordre des médecins, qu'il faut que nous revoyions notre position et que nous reprenions le travail. Je crois que cet appel concorde avec notre souhait également au niveau du ministère de la Santé et avec l'évolution des négociations et du dialogue aujourd'hui, j'estime que nous pourrions arriver à cette reprise de travail. À propos de négociations, je crois que la dernière rencontre que le gouvernement a eue avec les acteurs de la santé, c'était jeudi dernier, si je ne m'abuse. Vous allez me rectifier si ce n'est pas exact. Enfin, le plus important, c'est le contenu de la rencontre. Il y avait, je crois, 3 ministres, finances, fonction publique et puis santé. Qu'est-ce que le gouvernement a promis aux acteurs de la santé à cette rencontre, monsieur le secrétaire général? Merci infiniment. Comme vous l'avez dit à l'introduction, les revendications des travailleurs sont catégorisées schématiquement en 3 volets. Il y a le volet qui est relatif à la réforme du système de santé. Et dans ce volet, les travailleurs avaient souhaité disposer du rapport de la commission technique. Ce rapport a été déjà transmis il y a quelques semaines. Ils ont estimé également que le comité de mise en œuvre qui est mis en place, que le décret soit rapporté, mais dans la discussion, il est apparu que c'est un acte du chef de l'État et que ce comité de mise en œuvre, à l'étape actuelle des discussions, ne saurait être dissous. Il y a les revendications d'ordre administratif par rapport à l'évolution des carrières et les revendications liées aux primes. Pour aborder les primes, il y a 3 primes qui sont objets de revendication: la prime de motivation, la prime de risque et la prime de logement. Par rapport à la prime de motivation et à la prime de risque, les discussions ont avancé et le gouvernement s'est engagé à démarrer le paiement de ces primes de façon échelonnée. Nous pourrions revenir dans les détails. Donc, ces informations ont été portées à l'ensemble des partenaires sociaux le 19 octobre passé, et c'est à cette étape que nous sommes actuellement. Monsieur Dossou, quand on écoute les engagements pris par le gouvernement, on se demande pourquoi alors le bras de fer continue, puisqu'il y a des promesses fermes, il y a déjà même des revendications qui sont satisfaites. Vous avez eu le rapport de la commission technique. Alors, quel est le blocage? Non, monsieur le journaliste, on ne peut pas encore parler en termes d'engagement. L'engagement, le mot pèse certains kilos. Et là, ce n'est que des promesses. Et nous, c'est là où... Une promesse, c'est un engagement. Bon, ça peut ne pas avoir le caractère d'un engagement. J'allais dire que, de façon ferme, le gouvernement n'a pas encore dit qu'il va faire telle chose et à telle date. Par rapport au comité qui a été mis en place par le Conseil des ministres, et c'est là où on se demande, ce n'est pas le premier gouvernement que nous avons. Un gouvernement peut se réunir, prendre des décisions, et lorsqu'il pense, il trouve, il constate que le peuple est contre cette décision, le gouvernement peut toujours se raviser et revenir à la charge pour corriger le tir. La commission, c'est dès le début que nous avions commencé par contester. Le rapport est déposé, le gouvernement l'a adopté en Conseil des ministres et a nommé ce comité. Et nous pensons aujourd'hui qu'à l'étape où nous sommes, si on laisse ce rapport être appliqué, ça ne serait pas bon pour le peuple. Ce n'est même pas pour nous. Donc on demande au gouvernement de revenir sur cette décision. Ce n'est pas quand un pouvoir revient sur sa décision qu'il n'est plus pouvoir. C'est nous qui avions élu son excellence. Non, vous parlez du rapport de la commission, c'est ça? Oui, et le comité qui a été nommé par le chef de l'État. Le comité de mise en œuvre. De mise en œuvre. C'est comme si la délégation gouvernementale qui nous reçoit chaque fois nous fait dire qu'un pouvoir, c'est ce que nous comprenons, ne prend pas une décision pour revenir là-dessus. Non, le pouvoir peut revenir. Mais ça ne serait pas une humiliation. Est-ce qu'il y a une explication que les syndicats ne s'accrochent qu'à ce fait, puisque finalement, on vous a remis le rapport? Pourquoi ne pas amender le rapport et transmettre vos propositions à la commission? Nous constatons déjà sur le terrain qu'il y a des tractations pour la mise en œuvre du rapport. Or, il y a des choses Qu'est-ce que vous mettez dans les tractations? Bon, c'est quoi les tractations? Sur le plateau, on ne pourra pas dire certaines choses, mais nous constatons sur le terrain que... Non, vous pouvez dire ce dont vous avez la preuve. On constate sur le terrain que les gens ne s'en tiennent pas seulement à la décision du chef de l'État de nommer ce comité, par exemple. Ça veut dire quoi? C'est comme s'il y a déjà une équipe qui descend sur le terrain et qui pense que déjà on peut commencer par appliquer les propositions, parce que nous sommes déjà encore à l'étape de proposition du rapport. Ce n'est que le premier point. Le deuxième point,
ça concerne les problèmes liés aux carrières des agents. Je suis heureux qu'à la dernière rencontre, les 3 ministres qui sont venus ont fait la promesse ferme. Ça, en ces termes, nous pouvons. Ils ont même donné le 31 octobre, le mois où nous sommes, donc pratiquement dans une semaine, pour finir tous les problèmes liés à la carrière des agents. Ça, je peux dire en face du monde que c'est une promesse qu'ils ont faite. Mais lorsqu'on descend par rapport aux primes, la prime de motivation, par exemple, est une dette qui date de près de... ça fait 2007. Et le pouvoir étant une continuité, nous pensons qu'aujourd'hui, quand le pouvoir de la République va vouloir agir, il n'a qu'à payer totalement cette dette. Cette dette est estimée à 6 milliards. Et lorsqu'on parle de milliards, peut-être la population aussi ouvre les oreilles. Mais nous estimons que le pouvoir a la force de satisfaire cette revendication. Par rapport à l'indemnité de logement, c'est parce qu'il y a une inégalité, une injustice que nous avions crié fort pour que le gouvernement nous dise « bon, on va revaloriser ce que vous avez ». Et ça, nous voulons vraiment qu'une promptitude entoure cette promesse et que nous sachions qu'à telle date, ça doit commencer. Mais le pouvoir semble dire qu'il va revoir la situation pour tous les fonctionnaires de l'État. Donc là, la loi s'alourdit et le calendrier devient un calendrier grec. Nous, ce n'est pas de ça que nous voulons vivre encore dans le secteur de la santé. Mais M. Dossou, très concrètement, tous les travailleurs de l'administration publique ont des revendications, j'allais dire, transversales. Oui. Pourquoi devrait-on uniquement satisfaire en urgence celles des agents du secteur? Oui, mais dans un foyer, l'enfant qui pleure et réclame une chaussure, c'est à lui que papa pense d'abord. Il y a d'autres qui réclament. Non, nous sommes pratiquement les premiers parce qu'il y a cette injustice par rapport aux médecins. Et nous avons réagi. Et le gouvernement a dit, effectivement, c'est une injustice. Les autres ne peuvent pas être à 100 000 et vous serez encore en bas comme ça. On va revoir. Donc, c'est même une consolation qu'on voulait nous donner. On nous a situé autour de 10 000 francs, 8 000 francs pour certains, et on voulait accepter. Nous, en fait, on n'est pas trop rigoureux comme la population le pense. C'est parce que notre secteur est très sensible que quand nous commençons, personne ne veut comprendre quelle durée de patience nous avons eue. Les enseignants sont plus impatients que nous, et pourtant, personne ne les jette autant de pierres. Donc, ce n'est pas que c'est des choses nouvelles. On n'est pas sur ce plateau pour faire le procès des enseignants, donc on va revenir à notre débat. Quand vous écoutez M. Dossou, déjà à partir du premier point qui est relatif au rapport de la commission, ils ont demandé le rapport, ils l'ont, mais il semble dire que le comité de mise en œuvre, c'est comme si déjà on mettait en œuvre alors qu'on est qu'à l'étape de proposition. Merci. Je ne sais pas sur quoi ils se fondent pour dire que... Je vais revenir un peu sur ça. Mais avant, je voudrais revenir un peu sur une première idée par rapport à la réforme. D'accord. Est-ce que nous estimons aujourd'hui qu'il est nécessaire d'opérer des réformes dans le secteur de la santé? Je pense que sur ce plan, il y a le consensus, à mon avis. Oui, il y a le consensus, M. Dossou. Il y a le consensus, mais il y a un mais. Bon, je laisse Dr. Agosadou évoluer. L'essentiel, c'est qu'il y a le consensus. Oui, il y a le consensus. Vous pouvez poursuivre. Est-ce que les solutions qui ont été proposées sont pertinentes? Je crois, là, les points de vue sont partagés. C'est relatif. Peut-être nous citer quelques propositions. Oui, qui sont... les propositions, puisque les réformes sont accentuées essentiellement sur 3 pôles, le pôle institutionnel, le pôle fonctionnel et le pôle organisationnel. Et partant du diagnostic qui a été fait du secteur, un des diagnostics est que nous avons une faible régulation du secteur. D'où la nécessité de créer une autorité, c'est ça? D'accord. Et le rôle, dans un système de santé, dans un État, le rôle du gouvernement, c'est d'opérer la régulation, d'organiser la régulation en termes de normes, en termes de protocoles, en termes de tout ce qui accompagne le suivi. Le gouvernement, la Commission a proposé au gouvernement qu'il a adopté des architectures institutionnelles pour permettre d'opérer cette régulation. C'est ça qui donne l'impression que les réformes ont tendance à se focaliser sur le niveau central. Mais non, c'est parce que l'architecture que nous avons, la pyramide sanitaire que nous avons, le niveau périphérique, le niveau intermédiaire, le niveau central, la régulation relève du niveau central. Donc, sur le plan institutionnel, c'est plus le niveau central qui a été visé. Le niveau intermédiaire est là, mais le niveau opérationnel, là où l'ancrage même, où il y a les patients, ce niveau doit être revitalisé. Et donc, l'institutionnel n'a pas touché à cette architecture. Autrement dit, les zones sanitaires... La pyramide demeure la même. Demeure la même. Les zones sanitaires continuent de fonctionner, mais avec beaucoup plus d'efficacité. Voilà un peu, sur le plan institutionnel, ce qui a été fait. Mais pour faire cette réforme, cette proposition, la Commission
a essayé de voir schématiquement le système de santé en deux piliers. Le pilier des soins de santé primaires et le pilier de la médecine hospitalière. Et donc, tout ce qui est soins de santé primaire, c'est le moment de remercier tous les acteurs parce que le Bénin a quand même fait des efforts. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de lèpre. Aujourd'hui, il n'y a plus le ver de Guinée. Donc, les acteurs de santé ont travaillé à un moment donné pour avoir des résultats. Le système hospitalier est là et a des dysfonctionnements. Et donc, des propositions ont été faites dans ce sens pour améliorer tout ce tas de choses. Donc, voilà un peu l'architecture. Donc, il y a une cohérence entre le diagnostic qui a été fait et les propositions qui ont été faites. Il est vrai que nous sommes dans un débat, nous sommes dans une discussion où des uns des autres peuvent penser que ce n'est pas aussi cohérent. Mais moi, j'estime qu'il y a une certaine cohérence, une certaine logique entre le diagnostic qui est fait et puis ce qui est proposé. Et donc, c'est pour ça que le gouvernement a été ouvert et a proposé que les travailleurs puissent approfondir le rapport et un comité interministériel est mis en place pour recueillir les propositions que les travailleurs vont soumettre pour que la mise en œuvre soit effective. Pour ce que je sais de la mise en œuvre, à mon avis, et de façon officielle, il n'y a pas encore de tractation. Il y a un comité qui est mis en œuvre et ce comité est en train de travailler pour avoir une feuille de route pour la mise en œuvre. Donc, à notre avis, de façon officielle, il n'y a pas de tractation on ne peut pas mettre en œuvre ces réformes de façon dissimulée. Ça ne peut être que démocratique et transparent. Est-ce que vous comprenez pourquoi les syndicats demandent qu'on revienne sur la décision de la création de ce comité technique de mise en œuvre? Ils y tiennent Je comprends à travers les discussions que nous avons souvent que, comme le rapport tel qu'il est, ils estiment qu'ils ne sont pas satisfaits de certains points. Ils ont l'impression que ce comité risque de ne pas prendre en compte leurs préoccupations dans la mise en œuvre. Mais le gouvernement n'est pas dans cette logique. La preuve, le chef de l'État a instruit pour qu'il y ait un comité interministériel qui recueille. Et je sais que les syndicalistes, les travailleurs sont en train de faire un travail actuellement sur ce rapport pour fournir leurs propositions. Et j'ai envie de demander à M. Dossou, concrètement, quand vous avez lu ce rapport, j'imagine que vous l'avez lu, M. Dossou, oui. Quels sont les points sur lesquels vous avez l'intention d'attirer l'attention du gouvernement? Quelles sont les modifications que vous auriez souhaitées au niveau des réformes qui sont proposées? Quelles sont les propositions que vous faites au gouvernement par rapport au rapport? Voilà. Avant de faire les propositions, on n'a même pas beaucoup de propositions. On a fait seulement nos propositions en 3 points, en 3 axes. Je vais quand même énumérer certains aspects du rapport parce que nous sommes en face du peuple. Si vous ouvrez ce rapport à la page 31, la commission a fait le diagnostic du secteur de la santé. Un diagnostic qui ne date pas d'aujourd'hui. Les hôpitaux sont malades, les hôpitaux sont mal gérés. Les syndicalistes l'ont dit avant tout le monde dans ce pays. Alors, ils ont dit aussi que le peuple n'a plus les moyens pour être accessible aux soins dans les hôpitaux. Ce qui est vrai. Mais c'est un médecin que j'ai en face. Lorsque vous faites un diagnostic chez un patient, vous lui donnez le médicament qui convient. Vous n'allez pas dire que le malade a le paludisme et lui prescrit les médicaments de la tuberculose. Non. Ça veut dire que c'est vous le médecin qui veut tuer le malade. On a fait le diagnostic, mais les propositions ne sont pas adéquates par rapport au constat fait. Lesquelles propositions ne sont pas adéquates? Donnez des exemples. Vous dites que les populations n'ont pas l'argent pour aller dans les hôpitaux. Oui. Et au même moment, vous décidez de remettre les hôpitaux au privé. Est-ce qu'on a dit qu'on veut privatiser? Monsieur le journaliste, laissez-moi avancer un peu dans mon argumentation. Quelque part, on a dit aussi que le secteur est hyper politisé, qu'il y a politisation à outrance dans le secteur de la santé. Et c'est ça qui fait que nos directeurs des hôpitaux sont nommés au Conseil des ministres avec des amitiés politiques. Et quand on les nomme, ils ne peuvent plus gérer correctement les hôpitaux. Je donne juste cet exemple-là. Mais puisque vous avez dit qu'il y a politisation à outrance, pourquoi vous voulez créer encore une autorité de régulation du système de la santé et le loger à la présidence de la République? Vous êtes contre la création de l'autorité ou vous êtes contre le fait que cette autorité soit au niveau de la présidence? Nous sommes d'abord contre la création de cette autorité. Pourquoi? Nous ne trouvons pas l'utilité. Parce que chaque corps a son ordre. Vous avez vu, c'est le président de l'ordre des médecins qui vient de parler, non? Les sages-femmes ont leur ordre, les pharmaciens ont un ordre. Lorsque ces ordres existaient depuis, si les politiques à des moments donnés n'ont pas interféré sur ces ordres, je pense que c'est des instances qui peuvent réguler le secteur. On n'a pas besoin d'un organe politique logé au Palais de la République pour régler nos problèmes.
Ça, c'est du budget qu'on crée pour le ministère de la Santé ou pour la présidence. Et ça, c'est des médecins qualifiés qu'on veut prendre et aller mettre encore à l'abri sous climatiseur, alors que les malades ont besoin d'eux dans les hôpitaux. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut être pragmatique. Mais ce n'est que il y a d'autres aspects. On a proposé dans ce rapport de remettre des hôpitaux comme le CNHU à des privés. Alors que le diagnostic fait, c'est quoi? Les hôpitaux sont mal gérés, le personnel accueille mal, les malades n'ont pas l'argent pour venir dans les hôpitaux. Le résultat, c'est quoi? L'État béninois a abandonné les hôpitaux publics. On connaît un ancien président de la République dans ce pays qui vient soigner ses yeux au CNHU. Je ne dis pas forcément que tous les présidents vont le faire. Nous sommes sur une chaîne publique, on doit dire tout dans la courtoisie. Ce n'est pas le premier gouvernement que nous avons. Depuis l'indépendance, nos dirigeants que nous avions élus à la tête du peuple ont abandonné les hôpitaux publics. Et on pense que lorsqu'on est député ou ministre, et qu'on a même le simple paludisme, vous faites quoi? Vous craignez quoi? La privatisation des hôpitaux? Bien sûr, parce que déjà dans les propositions, ils ont proposé qu'il y ait des projets de décret concernant les AOF. Vous comprenez? Bien sûr. Et ils ont parlé de l'AOF du ministère de la Santé. Ça veut dire que si on modifie ça, on va modifier l'AOF du CNHU. Et moi, mon emploi pour ceux en ce qui moment... nous regardent, AOF, c'est attribution, organisation et fonctionnement. D'accord, je vais donner la parole au docteur Agossadou. J'ai retenu deux choses de l'intervention de M. Dossou. Un, il dit l'autorité n'a pas son sens. Deux, il dit on va privatiser les hôpitaux. Je ne sais pas si c'est de ça qu'il est question. Vous nous direz, est-ce que vraiment on veut privatiser le CNHU et les autres centres? Et trois, la politisation de l'administration à travers justement ces organes qu'on veut créer et qui, de son point de vue, sont des organes budgétivores finalement. Merci infiniment. Pour ce qui concerne l'autorité, je pense que... Il dit où est la pertinence de la création de cette autorité? Un des diagnostics faits, et nous le connaissons tous en tant qu'acteurs du système de santé, c'est qu'aujourd'hui, le rôle de régulation du secteur est un peu défaillant. Ce rôle est un peu défaillant et nous sommes tous convaincus qu'il faut mettre un peu de l'ordre. La Commission a proposé au gouvernement un outil pour opérer cette régulation. Et cet outil, c'est l'autorité de régulation. Vu l'importance du travail à faire, je pense que l'existence de l'ordre, des différents ordres, ne peut pas suspendre l'existence d'une autorité de régulation du secteur de la santé. Parce que le rôle régalien de l'État, c'est aussi ça. Sans vouloir vous appuyer, ce n'est pas mon rôle ici. C'est un peu, si je prends l'exemple de la presse, il y a les organes d'autorégulation comme l'ODEM, mais n'empêche qu'il y a la HAC. Est-ce que c'est ça l'image? C'est plus que les ordres, c'est des ordres professionnels. C'est ça, oui. Et qui ont aussi un travail de régulation à faire. Oui. Et donc, c'est des démarches complémentaires, à mon avis. Donc, l'un ne doit pas exclure l'autre. Pour ce qui concerne la privatisation, l'idée, en fait, c'est de voir comment le secteur privé peut intervenir dans le secteur public, notamment hospitalier, pour plus d'efficacité. C'est là où il faut rassurer M. Dossou, parce que lui parle de privatisation peut-être plus récente. Ça dit que c'est le partenariat public-privé. Et si je prends l'exemple du CNHU, aujourd'hui, il y a déjà des essais de partenariat public-privé au CNHU actuellement. Et comment faire pour que le coût ne connaisse pas Tout à fait. La restauration des malades, il y a 20 ans, quand on sortait de la faculté, c'est le CNHU même qui avait des agents recrutés par le CNHU, salariés, qui faisaient la cuisine pour les malades. Mais à un moment donné, on a privatisé, contractualisé, j'allais dire, cette composante. Mais nous n'avons pas la satisfaction. Vous allez prendre la parole. Oui. Donc, le fait d'impliquer le secteur privé dans un pan de la gestion d'une structure de l'État, ce n'est pas nouveau. Est-ce que c'est efficace? Quelles sont les conditions pour que c'est efficace? On peut en discuter. Donc, le rapport a précisé, le rapport n'est pas fermé, puisque le rapport a précisé à sa page 175, pardon, excusez, à sa page 191, en parlant du partenariat public-privé, dans cette dynamique, il est envisagé que des études approfondies soient menées au niveau des établissements hospitaliers de manière à retenir le contenu et le mode de partenariat public-privé qui offre un avantage comparatif. Donc, il n'est pas question de privatisation. Et le rapport poursuit, dans cette logique de partenariat, il faudra agir de manière à réduire les risques éventuels et garantir l'accessibilité des prestations de soins aux populations. Ainsi, il faudra veiller à ce que les coûts pratiqués dans ces hôpitaux soient accessibles aux populations, etc. etc. Oui, accessibles.
accessible, M. Agossadou, est-ce que ça signifie qu'aujourd'hui, si le privé prend une part dans les hôpitaux, les coûts ne vont pas augmenter? Et puis quand on parle du privé, la logique, il y a les privés lucratifs, il y a les privés à but non lucratif humanitaire. Oui. Toutes ces structures peuvent être à un moment donné... Non, je vous pose une question, en toute honnêteté. Si le secteur privé intervient dans la santé, au niveau de nos centres de santé, oui ou non que le coût des frais médicaux va augmenter? Vous savez, si l'État ne joue pas son rôle de régulation, les gens peuvent faire de n'importe quoi. Et c'est pour ça que j'exprimais au début qu'il y a une cohérence dans tout ce qui a été proposé. C'est-à-dire, si c'était l'option, après les études approfondies, l'option qui sera retenue, l'État doit mettre des garde-fous. L'État ne peut pas laisser le champ ouvert pour que le système hospitalier fonctionne comme le marché, libre marché. Et donc, l'État doit jouer son rôle de régulation. Donc, je voudrais rassurer les collègues, les amis, qu'en fait, dans le document, il est prévu des études approfondies pour voir quelle est l'option. Et l'État veille à ce que, vraiment, les populations aient accès à ces soins. Quand nous allons revenir sur les difficultés d'accès aux soins, nous allons voir aussi un autre élément de cohérence que je vais présenter qui montre que tout est cohérent. Pour la politisation, il y a toujours une tendance à cela. Mais le rapport a proposé, par exemple, à la page 176, les directeurs départementaux de la santé, les médecins coordonnateurs de zone et les directeurs d'hôpitaux seront recrutés par appel à candidature. Cela montre que le gouvernement, dans sa bonne foi, les directeurs départementaux, en principe, les gens pensent que c'est des bras politiques. Oui. Mais aujourd'hui, la réforme propose que même les directeurs départementaux, qui pourraient être les outils politiques pour les gouvernants, soient nommés par appel à candidature. Donc voilà des propositions qui, à mon sens, ne sont pas forcément de nature à craindre une certaine politisation dans la mise en œuvre des réformes. Alors, vous voulez réagir? Est-ce que tout ce qu'il a dit par rapport à la création de l'autorité de régulation, ça ne vous rassure pas? Non, ça ne me rassure pas. J'ai même oublié de donner une précision tout à l'heure. À la page 52, non, c'est important, c'est important. À la page 54, il est dit que par rapport à l'âge, c'est-à-dire à l'autorité de régulation du système du secteur de la santé, le président sera désigné par le chef de l'État, par le président de la République. En quoi? Et que, c'est ce que le rapport a dit, a proposé, et que le vice-président soit élu par ses pairs. Mais quelle est cette logique-là? Puisque ce n'est pas le chef de l'État qui a fait le document, c'est la commission qui l'a nommé qui a fait. Oui, Nous pensons que c'est quel est le problème? Un président d'institution ne peut pas être directement désigné au moment où son adjoint ou son vice-président est élu par ses pairs. Nous pensons que pour donner un caractère assez indépendant, apparent même à cette institution, il faut forcément que le président, si on envoie les gens, au moins qu'ils soient élus au sein de leur père. Au fond, à la place de l'autorité, qu'est-ce que vous proposez? Puisque vous dites que c'est un instrument. Voilà, c'est trop simple. Qu'est-ce que vous J'ai proposez? dit tout à l'heure que l'État béninois, ce n'est pas maintenant, depuis donc, lors, selon vous, dans le rapport, on enlève l'autorité. Cette partie, on enlève. L'État reprend quoi? les hôpitaux parce que c'est lui, l'État, qui nomme les directeurs d'hôpitaux au Conseil des ministres. Maintenant, il faut nommer qui il faut, à la place qu'il faut. Mais il faut suivre. Ce discours, on l'a toujours entendu. Non, là. du tout pas. C'est parce que, moi, je suis à l'hôpital, ça fait 22 ans. Docteur Agossadou a dit qu'il est sorti il y a 20 ans. Mais ça fait 27 ans, moi, je suis infirmier, diplômé d'État. J'ai fait 5 ans en privé, ça fait 22 ans aussi. Tous les directeurs qui se sont succédés ont toujours mal géré. Nous l'avons toujours dit. Les pouvoirs les ont toujours cautionnés. C'est ça le problème. C'est parce que l'État ne sévit plus. Quand vous nommez quelqu'un au Conseil des ministres, 3 mois après déjà, vous pouvez lui envoyer une mission de contrôle. Mais on dit aujourd'hui que si on associe le privé à la gestion des hôpitaux, ça pourrait marcher. Et vous dites non. Mais moi, je conçois mal. Comment? Parce que le privé a quand même la gestion. Je conçois mal comment l'État a nommé quelqu'un qui devait craindre le gendarme qui était l'État. Et ça n'a pas marché. Mais l'État remet à quelqu'un maintenant qui dit qu'il est privé. On va lui remettre peut-être un cahier de charges qui ne va pas certainement respecter et que les prix ne vont pas changer. C'est un défi que nous lançons. Ils n'ont qu'à nous démontrer ça. Que lorsque un privé va prendre le CNHU en gestion, la considération qui était à 7 000 ne sera pas au moins à 10 000. Ça ne peut pas rester à 7 000. On est ici, non? Est-ce que M. Agossadou veut répondre à ça? Et j'ai posé la question. Oui. Il la repose autrement. Il dit consultation 5 000. Est-ce qu'avec le privé, on ne va pas passer à 10 000? Le risque est là. Si l'État laisse faire.
Mais pourquoi vous dites si l'État laisse Oui, faire? L'État devrait, oui, c'est ça. a priori, prendre des dispositions pour qu'il n'en soit pas ainsi. Et c'est pour ne pas laisser faire Oui. que la régulation du secteur, le rôle de régulation doit être un rôle renforcé. Et ça a été une des faiblesses relevées. On a l'impression que, aussi bien dans le secteur public, puisqu'il a dit on nomme des directeurs qui ne font pas bien le travail, etc. Donc, ce qui a été soulevé, c'est que désormais, plus rien ne sera plus comme avant. Et pour que rien ne soit plus comme avant, il faut faire des options nouvelles. Puisque si nous continuons à faire les mêmes choses de la même manière, peut-être que nous ne serons pas les résultats différents. Mais je suis d'accord avec lui que les institutions, les organisations qu'on met en place dépendent de la rigueur dans laquelle, le leadership avec laquelle on conduit ces organisations. Ça, je suis d'accord avec lui. Et il faudra que, dans ce processus-là, nous prenions tous conscience que nous avons un défi, nous avons un devoir vis-à-vis des populations et que ce que nous allons mettre en œuvre désormais doit être plus au service des populations. Donc, de ce point de vue, je pense que nous sommes d'accord. En dehors de l'autorité, il est prévu un conseil national de... Voilà. Il est prévu 2 conseils. Ah, d'accord. Et je disais tout à l'heure que la logique qui a sous-tendu l'élaboration de ce document, le travail de la Commission, à mon avis, c'est que schématiquement, le système est classé en 2 piliers. Il y a tout le pilier médecine, santé publique, promotion de la santé et tout ce qui est la médecine hospitalière. Et donc, pour créer des normes, pour appuyer le volet soins de santé primaire, il y a un Conseil national de soins de santé primaire qui est proposé sous le ministre de la Santé. Il y a également un Conseil national de la médecine hospitalière. Et c'est des structures... C'est quoi le rôle de ce Conseil national de la médecine hospitalière? Le rôle du Conseil national de la médecine hospitalière, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on voit tout ce qui est lié au dysfonctionnement des hôpitaux aujourd'hui, la logique de la Commission, c'est que une direction des hôpitaux seule ne peut pas être à la conception des différentes politiques, à la conception des normes et à la mise en œuvre. Donc le Conseil, qui a une architecture, une structure proposée avec des commissions ad hoc, va travailler à l'élaboration des différents documents de normes et stratégies et partager avec les acteurs pour que nous puissions nous approprier en vue de sa mise en œuvre. Et donc cette commission est là pour appuyer la direction nationale des hôpitaux, la direction de la médecine hospitalière telle que c'est proposé ici, dans l'élaboration des documents politiques et stratégiques. Donc voilà un peu ce qui est. Pour la commission nationale de soins de santé primaire, aujourd'hui, quand on constate, la mise en œuvre des soins de santé primaire aujourd'hui est fragmentée. Je prends un tout petit exemple actuellement. Il y a le programme national de vaccination qui a pour rôle d'assurer la vaccination de routine pour les enfants. Il y a la direction, le service d'hygiène et d'assainissement. Il y a le service qui s'occupe de la nutrition. L'enfant est un tout. Mais actuellement, c'est des structures dirigées par des responsables différents qui travaillent sur ces volets-là. Quand je vais dans la communauté pour le PEV, pour la vaccination, je m'assure que l'enfant de moins de 5 ans, est-ce qu'il est vacciné, oui ou non? S'il n'est pas vacciné, je me débrouille, je m'organise pour que l'enfant ait une bonne couverture vaccinale. Mais si l'enfant a une bonne couverture vaccinale, est-il bien nourri? Ce n'est pas forcément la préoccupation du service de vaccination. Et le service de nutrition va venir apprécier l'état nutritionnel de l'enfant sans forcément avoir l'état vaccinal. Et donc, il y a une fragmentation dans l'approche. Le Conseil des soins de santé primaire va travailler à proposer des approches intégrées en relation avec l'Agence des soins de santé primaire, qui est le bras opérationnel. Voilà un peu, et je vous ai dit que toutes ces architectures institutionnelles, c'est au niveau central. Mais au niveau opérationnel, la mise en œuvre de tout ça, on n'a pas touché à cette architecture, mais c'est comment renforcer pour qu'on ait des résultats. Monsieur Dossou, une question à 2 volets, pardonnez-moi. Le premier volet, c'est que quand on vous entend dire qu'il faut rapporter la décision qui crée le comité technique de mise en œuvre et maintenant mettre sur pied notre comité qui regroupe tous les acteurs, la question qui vient à l'esprit, c'est: est-ce que vous n'êtes pas impliqué justement au niveau de la commission? Il n'y a pas des représentants Bon, ça c'est un débat, parce que vous voulez comprendre, il faut qu'on réponde aux populations. Bien sûr. Et sinon, c'est un débat. C'est comme si vous n'êtes pas impliqué. C'est un débat qui est dépassé. Effectivement, nous n'avions pas été impliqués parce que la commission, lorsqu'elle a été nommée... Pourquoi vous n'avez pas été impliqué? Lorsque la commission a été nommée par son Excellence le chef de l'État, la commission a commencé et nous avions commencé par protester. Il a fallu beaucoup de temps que dans la clémence de l'autorité suprême du chef de l'État,
qu'il accepte qu'on intègre quelqu'un, puisque ce n'est pas décret qu'ils ont été nommés. Donc, au départ, il n'y avait pas... C'est en ce moment on a envoyé un paramédical. Mais toutes les informations concordantes que nous avons de lui, parce que vous voyez, là où il y a plusieurs professeurs agrégés titulaires de chaire, et qui sont d'ailleurs pratiquement souvent à la retraite, un jeune qu'on envoie là, c'est comme si vous envoyez un mouton dans... Mais pourquoi vous dites qu'on envoie? C'est vous qui l'avez désigné, non? Oui. C'est vous qui l'avez désigné. Le gouvernement ne vous a pas... On vous relate comment ça s'est passé. Bien sûr. Et le jour où la commission nous a invités au Palais des Congrès, nous avions senti, dans l'ambiance qui a rayé, que notre collègue n'a pas été écouté. Et nous, on ne pouvait plus attendre parce que nous avons rendez-vous avec l'histoire. Si on se taisait, on gardait le silence, nous serons tous des complices. Je vais répondre à certaines préoccupations du docteur Agosarou. Et je suis heureux qu'il soit formé, en tout cas en partie à Cotonou, à la faculté des sciences de Cotonou. Mais il sait que la médecine, c'est la pratique, ce n'est pas la théorie. Il y a trop de théorie dans ce rapport-là. Okay. Ce que nous voulons, ce que le peuple veut, quand vous venez à l'hôpital, on doit rapidement vous prendre. Les soins ne doivent pas coûter trop cher. Les agents de santé doivent être bien égayés, en joie pour vous prendre. Alors nous avions fait 3 propositions. On a dit, l'État n'a qu'à reprendre les hôpitaux, nommer qu'il faut à la place qu'il faut. 2, équiper les hôpitaux. Et 3, s'occuper des soignants. Parce que nous sommes des soldats à la mort. Nous avons l'hépatite, nous avons le virus du sida, tout parce que nous soignons les autres. Si nous disons des choses, il faut nous écouter. Ces 3 choses suffisent déjà que les hôpitaux reprennent. Il sait que les professeurs qui l'ont appris son métier, il y en a qui ne viennent jamais à la garde quand ils sont de garde. Mais aucun gouvernement n'est parvenu à leur dire, monsieur le professeur agrégé, au Togo tout près, en Côte d'Ivoire ou en France, lorsqu'on est agrégé, on ne dort pas forcément à la maison, on vient voir ce que les étudiants font. Très bien. C'est ce que nous voulons que le pouvoir fasse. Oui. Et ce pouvoir, qu'apparemment nous sentons qu'il y a une force pour faire certaines choses, n'a qu'à faire ça pour le peuple. Monsieur Dossou, et non remettre les hôpitaux privés. Monsieur Dossou, une question qui va peut-être un peu vous choquer. Est-ce que, et ça c'est le sentiment aussi de l'opinion, hein, oui, oui. On se demande, est-ce que vous n'avez pas peur de perdre les mauvaises habitudes? Aujourd'hui, on dit que la plupart de nos médecins violent leurs propres règlements. Quelqu'un est dans le public, il enseigne dans le privé, alors que ce n'est pas autorisé. Est-ce que finalement, les gens n'ont pas peur de changer les habitudes? Moi, je n'ai pas peur. Et ça, je vous donne raison, parce que c'est l'opinion publique que vous relatez par rapport à votre question. Ce n'est pas seulement les médecins. Je suis infirmier. Les collègues sages-femmes, les techniques de laboratoire, il y en a même qui n'ont pas... Finalement, le CNHU sert simplement à prendre des rendez-vous pour Et c'est ça que je dis. Ce n'est pas un privé qui pourra faire ce gendarme. On dit la peur du gendarme est le début de la sagesse. L'État béninois sait qu'il y a beaucoup de bêtises dans ce secteur. Je le dis, je n'ai pas honte de le dire. Moi, je n'ai pas de clinique privée. Mais les collègues qui en ont, je les dis chaque fois, si vous êtes dans le public, vous ne devez pas en avoir. C'est clair, on ne s'asseye pas sur 2 chaises à la fois. Des médecins sont au CNHU là, ils sont à moins d'1 kilomètre dans une clinique l'autorité pourrait aider à régler cette question. Mais sans remettre les hôpitaux à des privés. Le ministre de la Santé est nommé par le chef de l'État. Le ministre de la Santé a le pouvoir de dire, si tu es de garde médecin et je viens à 20h, je ne te trouve pas, demain on te vide. Qui va le condamner pour ça? C'est ça ce que nous voulons. C'est la force du gouvernement que nous réclamons. Et non démissionner et remettre nos hôpitaux à des privés. Nous, en tout cas, on ne va pas accepter. Très bien. Monsieur Agosarou, une réaction? Oui, je crois que ce qui est intéressant dans l'échange que nous sommes en train de faire, nous sommes tous conscients qu'il faut améliorer les choses. C'est peut-être les approches qui ne sont pas les mêmes, sinon au finish... Oui, à propos d'approche, sans vous couper, hein, il a dit tout à l'heure, il me disait, voilà, le débat est un peu dépassé, il n'est pas dépassé. Comment ça se fait qu'au moment de créer la commission, on n'ait pas pensé aux acteurs, et c'est bien plus tard qu'on se rend compte que, voilà, il faut intégrer un représentant des acteurs, qui plus est, comme il le dit, n'a peut-être pas voix au chapitre, c'est lui qui le dit, il dit, voilà... On a même mis des médecins des cliniques privées, des médecins du privé, et on nous a oubliés, nous. Oui. Je crois que ce qui est important à l'étape actuelle, c'est que l'erreur a été corrigée à un moment donné. Et donc, et puis le travail a continué. Nous, on n'a pas participé à cette commission, on ne connaît pas. Mais il revient sur la question de remettre disons, les hôpitaux privés. Oui, je ne voudrais pas que nous focalisons, et là, focalisons tout le débat du système de santé sur ça. D'accord. Comme je vous ai dit, le système de santé aujourd'hui a des défis. Et les défis actuels ne sont pas des défis d'il y a 20 ans. Aujourd'hui, en même temps que nous devons faire face aux défis des maladies infectieuses,
qui continuent de nous, le paludisme, le sida, la tuberculose et autres, nous devons faire face à l'émergence de nouvelles épidémies. Et cela passe forcément par ces réformes-là. J'en viens. Nous devons faire face, le système de santé doit faire face également à l'émergence, à l'augmentation des maladies non transmissibles. Je veux parler des maladies cardiovasculaires, des cancers, des maladies respiratoires, du diabète et autres. Et donc, aujourd'hui, si on fait le diagnostic du secteur du système de santé, on a l'impression que tout est mauvais. En fait, c'est que le système doit s'adapter à un nouveau contexte. Et ça, dans toute organisation, il faut avoir cette capacité de s'adapter. Et cette adaptation requiert de nous tous que nous puissions avoir de nouveaux paradigmes. Et notre collègue, notre ami a évoqué un certain nombre de paradigmes qui me paraissent importants, c'est-à-dire la rigueur, plus de rigueur dans ce que nous faisons pour l'efficacité. Oui, mais à propos de rigueur, il dit quelque chose qui me paraît être simple. Il dit, au lieu de créer une autorité, un conseil, un autre conseil, pourquoi l'État n'use pas de son pouvoir, de sa force de frappe pour sanctionner ceux qui violent les textes de la République et qui sont médecins? En fait, c'est simple, non? Oui. En fait, il y a... On connaît aujourd'hui les gens qui travaillent au CNHU, qui ont des cliniques privées et qui sont plus dans les cliniques qu'au CNHU. Pourquoi on ne les sanctionne pas? Est-ce que la création d'une autorité va régler? Et comment ça va être réglé? C'est ça la question de M. Oui. Dans ce cas précis des hospitaliers universitaires, il y a tout un travail réglementaire et législatif qu'il faut faire. Il y a tout un travail qu'il faut faire à ce niveau pour que les responsabilités soient parfaitement situées. Et un des éléments phares de la mise en œuvre de ces réformes, c'est l'environnement réglementaire législatif qu'il faut recadrer de façon précise. Parce que souvent, il y a des tests qui ne sont pas très, très explicites sur ce qu'il faut faire. Ça, il y a ce défaut-là. Et donc, je pense que l'État, en décidant de mettre en place de nouveaux outils pour mieux accomplir la tâche, j'estime pour ma part qu'il faut laisser expérimenter, puisque nous devons être dans un système de recherche-action. Mais si nous disons d'emblée, tout ça là, ça ne va pas marcher, bon, c'est des hypothèses, mais et si ça marchait? Et donc, moi, j'estime que ce qu'il y a lieu de faire, c'est comment nous allons faire. Les propositions qu'il a faites, c'est des propositions qui, de mon point de vue, sont des propositions très intéressantes. C'est-à-dire que sanctionner, ne pas politiser l'administration. Et ça, la Commission a proposé de la dépolitisation. Mais tout ça, ça a été proposé depuis des années. Mais aujourd'hui, il y a un gouvernement qui est engagé et qui a montré son engagement à dépolitiser l'administration en allant jusqu'à proposer la nomination par appel à candidature des directeurs départementaux de la santé. Monsieur Dossou, oui. Quand on écoute M. Agossadou, on s'interroge quand même. Pourquoi on n'essayerait pas? Qu'est-ce qu'on perd à essayer? Si ça ne marche pas, on revient. Il a évoqué le cas des élections, oui. En tout cas, oui. La nomination. Non, ma question, c'est ça. Oui. Qu'est-ce qu'on perd à essayer une réforme? Si elle ne marche pas, on revient. On ne peut pas. Et vous êtes hostile d'emblée? Non, c'est certains aspects qui font que nous sommes hostiles. Tout ce qui est dit dans ce rapport n'est pas mauvais. Et nous, il a dit, il y a un consensus. Nous sommes d'accord. Moi, je suis surrévolté à des moments donnés en constatant certaines choses dans certains hôpitaux et surtout chez moi au CNHU. Ça, il ne faut pas se leurrer. Mais pour que ça change, il faut qu'il y ait un gendarme. Le gendarme que tout le monde connaît et qui est bon, c'est l'État. Vous l'avez déjà dit. Il n'y a pas autre gendarme que ça. Moi, je vais vous donner des exemples. On a une pharmacie, qui est une pharmacie de l'État, en tout cas, pharmacie du CNHU. Des agents de la pharmacie vont chercher des faux médicaments et viennent vendre dans la pharmacie. C'est connu. Et c'est nous, syndicalistes, qui avions dénoncé ça. La direction n'avait pas cru, peut-être parce qu'elle était dans la logique de cautionner, mais avec notre pression, elle a fini par faire une enquête et on a pu attraper 6 agents, dont 4 ont été radiés. Mais c'est suffisamment grave que la pharmacie, dont on connaît la valeur, quelqu'un vende à la pharmacie et qu'il aille à Topa payer des médicaments pour venir vendre à nos patients hospitalisés dont des médecins ont fait des prescriptions. Donc, je suis d'accord qu'il y a trop de problèmes. Mais la solution, ce n'est pas ce que les gens proposent dans le rapport. C'est-à-dire, les gens pourront nous comprendre dès qu'ils vont nous accepter dans un comité. Le gouvernement, heureusement, qu'il est en train de dire qu'il accepte, qu'on verse dans une équipe et qu'on va revoir le rapport. Nous, on n'est pas en train de traîner pour faire perdre du temps au gouvernement. Ce que nous disons est pertinent parce que nous sommes des acteurs. Mais dans ces conditions, M. Dossou, pour ceux qui nous regardent, pourquoi ne pas arrêter la grève? On remet la balle, comme on dit, à terre, on s'assoit, on discute et on trouve les bonnes solutions. Nous voulons bien arrêter la grève, mais il faut que nous ayons un argument
C'est quoi l'argument à votre L'argument, vous avez cité nos revendications en 3 catégories. La première catégorie, c'est le rapport. Ça, c'est un discours qui continue. On peut même, si ce n'est que ça, on peut dire attendons 2 semaines pour voir ce que ça va donner. On n'a pas parlé des problèmes liés à la carrière. Le gouvernement a pris l'engagement par rapport au 31 octobre. Mais les problèmes récurrents de primes et autres qui traînent depuis, les enseignants ont annoncé une rentrée houleuse. Le gouvernement s'est empressé pour les satisfaire. Et nous qui prenons la tuberculose, le sida, parce que nous soyons les autres, nous on n'est pas des élèves, on n'est pas des enfants plutôt de la République. Et c'est ça que je veux que son Excellence, le chef de l'État, comprenne. Si demain, moi je ne suis pas du gouvernement, si demain, c'est une prière, si demain le chef de l'État et son gouvernement disent voilà, vos primes que vous évoquez seront payées, vous arrêtez la grève? Nous allons raviser rapidement. Mais nous avons la conviction que ceux qui viennent au CNHU, ceux qui viennent à l'hôpital de Porto-Novo, les femmes qui accouchent à Lomel, ce n'est pas les femmes de députés et de ministres. Ce sont nos parents à nous. C'est parce que la grève est un outil de réclamation que nous sommes obligés parfois de revenir à ça. Et quand le ministre de la Santé est venu, ici doit être honnête parce que peut-être il nous écoute, on lui a laissé tout le temps. On ne s'est pas jeté sur lui. Le gouvernement a fait plus d'1 an avant que nous réalissions. Si ce n'est pas cette histoire de réforme, personne n'a entendu du bruit dans le secteur. Mais on est quand même des vivants, on ne va pas nous interdire de dire qu'on est mécontent. Monsieur Agossadou, je ne sais pas si vous avez une autre réflexion, mais moi j'ai une question qui peut paraître pas très pertinente, mais je la pose quand même. Comparaison n'est pas raison. Est-ce qu'il y a des pays de la sous-région, en Afrique, où ce type de réforme apportée? En fait, tout processus... On veut toujours se comparer à ce qui marche ailleurs. Tout à fait. Toute démarche de réforme par... Quand les gens parlent d'infrastructures routières, ils vous disent toujours, regardez, en Côte d'Ivoire, on a des routes, etc. Donc, je fais aussi un peu la comparaison. Toute idée de réforme part toujours d'un diagnostic. D'accord. Et les solutions qu'on apporte sont des solutions contextualisées. Ici, nous n'allons pas faire d'une comparaison pour dire par rapport à tel ou tel autre pays, mais la nécessité de régulation existe dans tous les pays. Le rôle de l'État, qui est de réguler le secteur. Vous êtes médecin et vous connaissez certainement l'exemple du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal. Comment on régule le secteur de la santé dans ces pays? Est-ce que c'est le même système qu'au Bénin ou Ce n'est pas la même architecture institutionnelle forcément dans ces pays. Ce n'est pas la même architecture institutionnelle, mais il y a le mécanisme qui existe. Nous, la commission qui a travaillé, c'est composé de gens qui ont quand même des parcours assez important en matière de carrière, carrière professionnelle. Et donc, on a estimé que ce qui est bon pour nous, c'est ça. D'accord. Mais je comprends et je vous le dis, et je remercie M. Dossou, parce que jusque-là, toutes les propositions qu'il fait, c'est comment nous allons nous organiser pour qu'il y ait plus de résultats. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes d'accord que ça ne va pas. Et je pense que l'ouverture que le gouvernement a donnée, pour qu'il puisse travailler sur le rapport, pour qu'un comité interministériel puisse les prendre. Je pense qu'à l'étape actuelle, il faut poursuivre cette démarche, cette logique-là, et que vraiment nous puissions arrêter ça. Je voulais lui demander sincèrement qu'on puisse arrêter avec le mouvement de débrayage actuellement. Pour ce qui est des primes, il y a eu des discussions avec eux. Il est en train de nous dire que si le gouvernement promet quelque chose de concret, dès demain, par rapport je crois que le 19, parce que quand ils ont fait la rencontre avec le comité interministériel, le 19 octobre, il y a eu des promesses, il y a eu des engagements où, par exemple, les primes de risque qui s'élèvent à 1,4 milliard et les primes de motivation un peu plus autour de 6 milliards, pour ces primes-là, les 2 primes, l'État a pris des engagements, a fait la promesse qu'on va commencer par payer, mais de façon échelonnée. C'est ça. Et il est prévu que tout de suite, d'ici le mois de novembre, que le quart sera payé et progressivement, on va payer le reste. Donc, il y a cette volonté et cet engagement qui a été exprimé. Et je pense que souvent pour cette dette, en fonction des possibilités de l'État, on a souvent échelonné ces paiements-là. Donc, il a participé certainement à cette rencontre et cette proposition a été faite et mise sur la table. Mais comment on va sortir de la crise? Parce que quand je l'écoute... Et quand je vois, en fait, il a dit que l'État est une continuité, c'est des primes qui datent parfois de 2008, de 2007. Donc, c'est des choses... C'est un héritage. C'est un héritage, mais l'État est une continuité. Aucun gouvernement ne peut dire que, bon, ce qui est du passé, on va mettre ça au placard.
Mais le gouvernement a pris l'engagement pour dire, maintenant, à partir de maintenant, il n'y aura plus d'arriérés de primes. Et cet engagement, depuis 2016, est respecté. Mais au fur et à mesure que nous payons, l'État paye les primes en cours, il faut aussi régler les dettes là qui sont en cours. Et ce travail, je crois que le gouvernement leur a servi ça l'autre fois. Voilà un peu. Oui, vous voulez réagir très rapidement et on va faire un dernier tour. Oui, voilà. Par rapport à ça, je suis d'accord que maintenant le dialogue est ouvert, mais c'est la rigueur qu'on fait par rapport aux promesses qui est le problème. Nous, on est là. Ce qui est sûr, la motion de grève n'est pas levée, donc probablement le mardi, mercredi, jeudi, il y aura comme on voit. Mais le pouvoir peut toujours, dans la journée de demain, rattraper les choses. En faisant quoi? Bon, en faisant un bon pas par rapport aux promesses que la délégation gouvernementale est venue faire. Nous, on est trop sensibles. Ce sont les primes, c'est ça? Ce sont les primes. Ce sont les primes. Parce que là, le débat du rapport continue. Et je ne vais pas oublier, en quittant ce plateau, Dr Agossadou, avec tout le respect que je lui dois, a donné un exemple qui ne cadre pas avec la réalité. La cuisine du CNHU. C'est vrai que c'était nous-mêmes. On va refaire la cuisine. On va refaire la cuisine. Bon. Oui, allez-y. C'est-à-dire, c'est à des privés qu'on a remis, mais la qualité de repas ne s'est jamais améliorée jusqu'à aujourd'hui. Et l'ORTB a toutes les compétences d'aller vérifier ce que je dis dans le temps. Ça peut être demain ou dans un mois. Donc, les travailleurs, ni les patients, personne n'est satisfait jusqu'à aujourd'hui. Le ministre a dit l'autre fois qu'on ne nous doit que 2 milliards. Parce que là, dans la communication, si le gouvernement fait un effort pour être dans les normes, nous-mêmes, on sera sensibles. Les normes, c'est quoi? Aujourd'hui, au titre des prises en charge, l'argent comment on dit, ceux qui n'ont personne, les indigents, les dialysés et autres, on fait le total avec la subvention. L'État béninois doit 8 milliards 300 millions au CNHU. Et là, nous l'avons eu de source officielle. Et quand le ministre a réagi l'autre fois sur une autre chaîne, nous, on s'attend à ce que la direction du CNHU réagisse. Parce que là, nous, on ne viendra pas ici défendre l'administration du CNHU. On dit que l'État nous doit 8 milliards 3. Le ministre dit que c'est 2 milliards. Je suis même heureux que le ministre ait reconnu 2 milliards. Mais il faut aider les hôpitaux à vivre. Ce que j'allais dire qui est très, très important, c'est qu'il ne faut pas que le pouvoir dise « je vais faire » et ne fait pas. C'est ça qui irrite les syndicalistes. Mais pourquoi pensez-vous qu'il ne va pas le faire? On est à la fin de l'émission. On est pratiquement à la fin de l'émission. Je vais vous laisser conclure. Et ma question, c'est celle que les téléspectateurs se posent. Il y a des malades, il y a des gens qui meurent, même si avec l'hôpital, ils vont continuer à mourir. L'espoir doit renaître peut-être de cette émission. Qu'est-ce que vous avez à dire pour rassurer ceux qui nous regardent? Qu'est-ce que vous attendez pour que la grève s'arrête? C'est une tristesse qui nous anime, nous syndicalistes, à des moments donnés, quand nous avions en face un pouvoir qui tient et qui ne veut pas lâcher. Mais je ne dis pas que c'est exactement ça. Peut-être que le chef de l'État n'est pas bien informé de certaines choses. Mais la délégation qui nous reçoit semble être décidée à aider le chef de l'État à sortir le peuple de là. Parce que c'est le peuple qui l'a élu. Ce que je propose à tous les citoyens, et surtout, je dis, à tous les proches du chef de l'État, le secteur de la santé, s'il était sensible, comme le dit le gouvernement, ils n'ont qu'à régler le problème dès la semaine qui vient. Et ils verront que nous, on est des hommes. Parce que nous-mêmes, nous tombons malades. Et ce qu'il faut faire, il faut vite s'attaquer aux primes qu'ils ont promis. Mais la motivation, nous ne voulons pas qu'on paye une partie. C'est une dette vieille de 2007. On veut qu'on paye l'intégralité. Et puis après, on pourra voir certaines choses. Maintenant, ma vraie conclusion, c'est quoi? Les hôpitaux sont mal gérés. Mais vous devez être quand même un peu plus indulgent. Il y a plusieurs années qu'on vous doit cette prime. Un pouvoir vient de s'installer, il n'a pas encore fait. Mais aujourd'hui, on veut, le même gouvernement veut immatriculer, identifier les citoyens par rapport au RAVIP. Et j'ai vu aujourd'hui des chaînes de télévision passer des publicités par rapport à des artistes béninois. Lorsque on a peu en famille, on ne va pas faire le plaisir à certains endroits. S'il n'y a pas l'argent, on n'aurait pas vu. On ne serait pas en train de voir ça. Ils n'ont qu'à régler. Parce que si les Béninois ne sont pas en bonne santé et vivants, parce que les hôpitaux les soignent, le RAVIP va certainement faire le recensement des morts. Merci, c'est votre mot de conclusion. Monsieur Agossadou, pour conclure cette émission. Je voudrais remercier très sincèrement les travailleurs pour l'ouverture d'esprit. Parce que là, le dialogue, ils sont prêts au dialogue. Et nous sommes tous préoccupés par les conséquences que le débrayage dans le secteur santé cause aux populations. Et donc, cet élément est positif. Le dialogue est toujours ouvert puisqu'il y a un comité qui a été mis en place par le chef de l'État qui reçoit les syndicalistes. Et donc, la discussion va se poursuivre. Mais à l'étape actuelle, je remarque qu'il y a des acquis, il y a des évolutions dans les différentes revendications.
Et notre souhait vraiment, c'est qu'avec ces acquis, nous puissions reprendre le travail pour que les populations puissent vraiment profiter des soins. J'ai dit, le secteur de la santé doit faire face à de nouveaux défis. Nous sommes dans un nouveau contexte et les paradigmes doivent changer pour que nous puissions vraiment évoluer efficacement pour le plaisir des populations. Merci infiniment. Santé, grève des réformes, c'était le titre de notre émission avec comme invité Dr Didier Agossado, secrétaire général du ministère de la Santé, et puis Théophile Dosso du syndicat Unité CNHU. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique conduite par Christelle Sagboan. À dimanche prochain.